Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui en présence de Bilguissa Diallo, l'autrice du roman Transhumance qui est publié aux éditions Elisade et qui est sélectionnée pour le prix littéraire des lycéens des Pays de la Loire. Bonjour Bilguissa. Bonjour. Merci beaucoup pour cette interview. Ma première question, c'est une question un peu, surtout à destination des lycéens qui vont nous regarder dans cette interview. Si vous deviez donner votre propre définition du titre de votre roman, Transhumance, quelle serait-elle ? Alors, transhumance, ça évoque cette pratique pastorale, donc cette pratique des bergers qui consiste en fait à emmener son troupeau dans un autre pâturage, donc en gros à chercher là où l'herbe est la plus verte pour le pâturage. Et c'est aussi un clin d'œil à la communauté Peul, qui est la communauté de laquelle je parle dans mon roman, qui à la base est une communauté nomade. Donc voilà, il y a le lien berger, pastoralisme, nomadisme. Et comme effectivement mes personnages sont des gens qui connaissent l'exil pour des raisons plus ou moins choisies, voilà, il y a cette idée de transhumance, donc cette idée de chercher là où l'herbe est la plus verte. C'est le pourquoi du titre. C'est une très bonne définition. Je pense que comme ça, on l'a bien en tête pour tout le reste de l'interview. Ce livre, d'où vient l'envie, l'idée de l'écrire ? Est-ce que c'est une envie qui date de 2009 par exemple ? Ou est-ce que c'est venu plus tard ? Voilà. Quelle a été la genèse de l'écriture de ce roman ? La genèse de l'écriture de ce roman, alors en fait ce qui est assez étonnant, c'est qu'en 2009, quand les événements dont je parle arrivent, je me dis que, bon déjà je suis choquée, et effectivement je me dis qu'il faudra vraiment qu'on fasse la lumière sur cette chose-là. Mais là, à cette époque-là, j'étais encore journaliste, donc c'était plus sur le volet historique, documentation, etc. Donc ça germe dans ma tête à ce moment-là. Et à côté de ça, donc moi j'écris des romans depuis 2005, donc effectivement la fiction traîne toujours un peu dans un coin de ma tête. Et à la base, dans cette histoire, il y a deux personnages qui sont Alassane et Awa, qui sont un couple dont l'une plus particulièrement vient de Guinée et l'autre est un Guinéen mais qui a grandi en France. Et j'avais envie d'aborder cette question des difficultés de communication entre des gens qui ont l'air de venir du même endroit mais qui en fait ont des vraies différences parce qu'ils n'ont pas grandi dans ce même endroit. Donc au début, j'ai commencé par écrire l'histoire de ces deux personnages-là. Et puis entre-temps, je me suis dit, il me manque mon volet historique qui me plaît toujours. Et donc m'est revenue cette envie de parler du 28 septembre. Donc je me suis dit, ce serait intéressant de mixer cette histoire personnelle avec la grande histoire, parce qu'en fait, dans l'histoire personnelle des gens, il y a toujours les contextes qui sont importants. Et donc c'est ce qui a fait que, après la première version de ce roman, qui est vraiment une version intimiste, c'est devenu le transhumance qu'on lit aujourd'hui. Cette première version, du coup, qui était plus intimiste, elle date de quand ? Vous l'avez écrite quand ? Elle date de 2019, enfin, je crois le premier jet c'est 2019. Et ouais, il est sorti en 2025, mais souvent en fait les processus de publication peuvent être très longs parce que moi j'ai sorti 4 livres et à chaque fois c'est un éditeur différent. Donc voilà, il faut trouver la personne qui peut porter ce projet, les personnes qui peuvent porter au mieux ces projets. Et donc effectivement, la première version 2019, elle est lue par quelques personnes qui me disent: ah, il manque ton petit volet socio-historique. Donc je réécris pendant le Covid, c'est une période où beaucoup de gens se sont mis à écrire, et donc moi voilà, j'ai trouvé 2 mois où j'ai pu me concentrer sur ça. Et donc à partir de là, pareil, toujours un petit aller-retour avec mon petit comité personnel de lecteurs, et puis ensuite je me mets à la recherche d'éditeurs. Et finalement je trouve Elisade en 2022, et puis après c'est une histoire de calendrier éditorial, de retard de calendrier éditorial par rapport à d'autres choses, et qui fait que ça sort qu'en 2025. Mais le texte tel qu'il est, il était déjà écrit en 2022. D'accord, oui, en effet, on voit le processus. Mais c'est intéressant aussi, hein. Le grand public ne le sait pas forcément, qu'il y a tout ce temps long, en fait, entre la fin de l'écriture d'un livre et la publication, et le retravail, parfois aussi au milieu. Exactement. C'est finalement le plus long. Le premier jet est souvent plus rapide que les réécritures, les affinages, etc. C'est bien, notre interview va répondre à d'autres interviews que j'ai enregistrées où on avait parlé un peu de qu'est-ce qui était le plus rapide, le plus long, et le retravail est toujours le plus long, apparemment. Exactement. Vous recoupez tous sur ce point-là. Toute l'histoire, malheureusement, commence au jour du massacre du 28 septembre 2009. Comment est-ce qu'on écrit l'indicible de ce qui a été vécu par les manifestants ce jour-là ? Je ne veux pas être indiscrète, savoir si vous ou d'autres personnes que vous connaissez ont pu vivre des moments comme celui-ci, mais bon, là, pour le coup, on est vraiment sur un
un attentat, je sais même pas. Oui, C'est même plus qu'un attentat, c'est qualifié de crime contre l'humanité, hein, quasiment. Donc, en fait, c'est pas du tout indiscret parce que j'ai pas mal parlé sur ça. En fait, non, je n'ai pas vécu ça, fort heureusement pour moi. J'étais, moi, à Paris quand ça s'est passé. Pour la petite histoire, cet endroit, je le connais bien parce que lors d'un de mes voyages en Guinée, j'avais été faire un concert dans ce stade avec des cousins à moi. Donc, du coup, le lieu, je le connaissais dans un contexte festif. Après, voilà, Conakry, c'est un endroit où je me suis rendue à plusieurs reprises dans ma vie, donc c'est un endroit que je connais bien. Et de par mon précédent métier, effectivement, j'ai l'habitude d'enquêter, de creuser sur des faits historiques, et c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc j'ai été évidemment lire tout ce qui avait été écrit à chaud sur cet événement. Et puis ensuite, il y a eu des enquêtes faites notamment par des organisations des droits de l'homme sur tout ça. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont confiés. Et donc je suis partie des faits, des témoignages, mais par contre j'ai choisi volontairement de ne pas aller interviewer des gens parce que je voulais pas être trop habitée par l'histoire d'une personne que j'aurais connue. Et j'ai eu envie l'idée c'est de faire de la fiction, donc l'idée c'était quand même de mixer quelque chose de réel à quelque chose de totalement imaginaire. Donc je me suis servi de ce matériel effectivement tragique, en essayant d'être quand même de coller au plus près de ce qui était arrivé à des gens, pour ensuite imaginer une histoire qui fasse sens dans ce contexte-là. Donc en fait, les 5 personnages qu'on suit, enfin les 6 même s'il y en a un qui disparaît assez rapidement, les 6 personnages n'ont pas existé en tant que tels, mais ils ressemblent fortement à des gens. En fait, il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus dans ces personnages parce que quelque part, ils ont été nourris par des histoires vraies, même si ce sont des gens que je n'ai pas rencontrés. Mais justement, c'était une de mes prochaines questions, mais c'est bien, on répond, on se répond plus vite que ce qui était prévu. Ce qui est hyper fort dans le livre, c'est que chaque personnage a vraiment une trajectoire bien à lui, bien à elle. Et elles sont toutes très différentes d'ailleurs, même si elles finissent par se recroiser. C'est un peu aussi ce qui fait qu'on a... Enfin, c'est le côté un peu, pas romancé du livre, mais si, comme tout livre de fiction, en fait, il y a aussi le côté romancé qui fait qu'on a envie d'avancer, de savoir ce qui va se passer. Et justement, je me demandais si les personnages pouvaient être inspirés de vraies personnes. Donc là, vous venez d'expliquer que c'est vraiment plutôt un mélange entre des témoignages, mais sans que ça soit jamais apparenté à une seule personne. Donc vous ne vous inspirez même pas forcément de genre de votre entourage ou autre pour des traits de caractère peut-être? Alors si, pour le coup, mais c'est complètement décorrélé de ce qui est arrivé là-bas. C'est-à-dire que moi étant d'origine guinéenne et donc ayant baigné dans ces milieux, que ce soit les milieux de la diaspora ou le pays propre, puisque j'y ai toujours une partie de ma famille qu'on communique beaucoup, c'est vrai que j'ai cette double information. Je sais comment vivent les Guinéens, alors même si c'est multiples, parce qu'il y a ceux qui viennent d'arriver, il y a ceux qui sont là depuis plus de 50 ans, comme c'est le cas de ma famille. Donc du coup, je connais ces diasporas, donc je sais comment elles vivent en France, et je sais aussi à quoi ressemble la société guinéenne. Ce qui fait que je me suis inspirée de ces connaissances-là que j'ai des différents microcosmes guinéens en Guinée à l'étranger. Et puis effectivement, je suis partie de l'événement, de ce qui est arrivé, et j'ai tissé une trame, parce que au-delà du 28 septembre, j'avais aussi, c'était un petit peu un prétexte pour parler de ces différents parcours et trajectoires, parce que moi j'aime toujours bien mêler la grande histoire et les petites. Donc quelque part, quand on aborde le parcours d'un Guinéen qui est sorti, qui est revenu, qui ressort, ou le parcours d'un Guinéen français, ou franco-guinéen, je sais même plus comment il faut dire, et ses allers-retours entre son pays d'origine et son pays où il vit, effectivement, y a plein de petits détails qui ne peuvent être connus que si on a vécu ces situations-là. Donc je me suis nourrie de tout ça pour nourrir ce personnage, mais personne ne peut dire c'est exactement moi. Par contre, beaucoup de gens m'ont dit mais ça me fait penser à quelqu'un, parce que forcément c'est nourri de plein de gens qu'on croise tous, quoi. C'est le but aussi qu'on se reconnaisse dans les livres qu'on lit, qu'on se sente représenté. Alors on parle de nourrir les personnages, nourrir leurs traits de caractère, mais il y a aussi des villes qui ont leur importance dans ce livre. Pourquoi ce trio de villes finalement? Bon, on l'a un peu compris déjà là depuis nos premières questions, puisqu'il y a déjà Conakry et Paris qui ont été évoqués, mais il y a aussi Dakar. Donc pourquoi ce trio-là finalement? Parce que vraiment tout nous ramène à un peu ce triangle. En fait, c'est assez important dans l'histoire guinéenne parce qu'effectivement, la Guinée a connu, après l'indépendance, un premier régime qui a été assez dur, qui est celui de Sékou Touré, qui est connu à l'étranger pour être ce leader plutôt indépendantiste qui a redonné un peu sa fierté à l'Afrique des indépendances, mais à l'intérieur, il est aussi
connu, en fait, il y a deux images de lui. C'est soit le héros et c'est aussi le tyran, parce que c'est un endroit où il y a eu des camps, où il y a eu 50 000 morts tout au long de son régime. Ce qui veut dire qu'il y a eu plus d'1 million de Guinéens qui ont fui la Guinée à cette époque-là, ce qui a été justement le cas de mes parents. Et généralement, les deux villes immédiates où cette fuite s'opérait, c'était Abidjan et Dakar, et vraiment beaucoup Dakar. Dakar qui était vraiment une ville, qui est toujours d'ailleurs pour l'Afrique de l'Ouest, une ville phare, qui fédère comme ça beaucoup de gens d'Afrique et d'Afrique de l'Ouest. Donc du coup, au Sénégal, il y a énormément de Guinéens. Et on a tous, soit des Guinéens de l'intérieur ou de l'étranger, on a tous une partie de notre famille à Dakar, donc voilà, ce trio-là, il fait sens. Moi-même, j'ai un de mes frères qui est né à Dakar, mes grandes sœurs aujourd'hui, elles ont toute une maison au Sénégal. En fait, c'est comme si on avait trois pays quelque part. Il y a le pays d'origine, il y a le pays où on a émigré, qui est la France pour le cas de ma famille, mais qui peut être le Canada, la Belgique pour d'autres. Et souvent, il peut y avoir un autre pays, ça peut être Dakar, ça peut être le Mali, ça peut être la Côte d'Ivoire, mais c'est quand même assez souvent le Sénégal. Et justement, votre histoire personnelle, celle de vos parents, j'imagine qu'elle a un peu nourri aussi le récit par les questionnements de la vie quotidienne, de la vision qu'on peut avoir d'un pays avant d'y arriver. C'est vraiment ce qu'on ressent en lisant Transhumance, justement. On se dit, c'est fou le regard que va avoir Hawa avant d'arriver à Paris et un peu la désillusion et en même temps, enfin si quand même la désillusion, oui clairement. Et je trouve que c'est intéressant et justement comme vous expliquez que dans votre famille, dans votre entourage, vos parents, il y a eu tout ça, ces changements de pays, ces changements de vie, ces changements d'entourage et de quotidien. Alors en fait, pour mon histoire personnelle, elle est assez particulière parce que moi mon père était dans l'armée française, donc en fait quand mes parents s'installent en France dans les années 70, c'est une réinstallation pour mon père parce que 20 ans après il était déjà... Donc lui en fait il rentre dans son autre pays. Donc lui il n'y a pas d'adaptation parce que l'adaptation elle s'est faite à la fin des années 40. Moi mon père s'il avait vécu il aurait 103 ans aujourd'hui. Donc effectivement, lui, il rentre dans cet autre chez lui. Pour ma mère, qui est plus jeune que lui, effectivement, elle, c'était une découverte, mais dans un contexte relativement confortable, parce que lui, il avait déjà, tout était déjà préétabli pour lui. Donc quelque part, l'histoire de ma famille étant un peu à part, moi, ça me permet d'avoir un regard sur l'histoire des autres familles. Parce que ce qui me semblait normal pour moi, et finalement, je me suis rendu compte, ne l'est pas pour plein d'autres familles de la diaspora guinéenne. Et donc, du coup, j'observais un peu avec du recul, quand ça arrivait à des cousins ou à des gens que je connaissais, que je considère un peu comme famille, effectivement, c'était pas la même histoire et ça m'a permis d'avoir un regard un peu plus observateur et un peu moins émotionnel sur ça. C'est peut-être ça qui fait que je peux l'écrire avec un peu plus de distance que d'autres. Oui, en même temps, il faut de la distance dans un livre comme celui-ci parce qu'il y a des thématiques tellement difficiles à aborder le tout début du livre, mais c'est aussi un livre qui tout du long va nous rappeler à quel point il y a des mécanismes de corruption qui sont omniprésents à Conakry et que c'est très difficile pour les personnages de continuer à se battre tout en constatant l'ampleur de ce qui leur fait face. Et en même temps, je trouve que ce que vous avez très bien véhiculé, c'est le courage dont ils font preuve en fait, tout du long, même si, il y en a qui vont dire on n'a pas toujours le choix, mais là on voit qu'ils ont quand même le choix d'aller plus loin que ce qu'ils pourraient faire. Et c'est assez beau, même si c'est assez triste aussi. Non, en fait, quelque part, moi je pense qu'on a toujours un peu le choix. Après, la marge de manœuvre est plus ou moins grande, mais on a toujours un peu le choix face à une situation qui a l'air désespérée. On a le choix de rester ou de partir, le choix de collaborer ou de ne pas collaborer, le choix de se taire, ou de faire semblant de parler, de faire des choses par derrière. Il y a toujours une petite marge de manœuvre et c'est de ça que j'avais envie de parler. Et effectivement, ce côté militant, là par contre, il est clairement inspiré, puisque moi, mon père était opposant. Donc du coup, ce personnage de Adama, il est clairement très inspiré de choses de dynamiques que j'ai connues, même si c'est des époques complètement différentes, puisque mon père c'est des années 60 à 80, donc là on parle d'une autre époque, mais quelque part les dynamiques, les questionnements sont les mêmes, et effectivement ces milieux militants que j'ai beaucoup fréquentés font que, en fait, il y a de la résonance, et quelque part ce qui est assez étonnant, c'est que l'histoire de ce personnage que j'imagine moi en 2020 résonne avec deux militants aujourd'hui en Guinée, qui sont arrêtés et qui ont été, même pas arrêtés, ils ont été enlevés. Tout simplement, on ne sait même pas s'ils sont vivants ou morts. Et ce sont des militants des droits de l'homme qui ont été enlevés parce qu'ils ont parlé du régime qui est actuel et qui ressemble beaucoup au régime dont je parle en 2009. Donc c'est imaginaire, mais quelque part, c'est des mécanismes qui sont tellement réels que ça se répète en fait. Et c'est là l'intérêt de la fiction, c'est que la fiction, elle donne... quelque part une plongée dans une réalité, même si on manie du faux, mais c'est du faux vrai, c'est du mentir vrai, et ça ressemble beaucoup à des choses qui se passent aujourd'hui.
Oui, et quand vous parlez du militantisme et de fréquenter les milieux militants, comment est-ce qu'on fait pour garder espoir dans ces cas-là? Parce que je trouve que le livre, même si il est très triste évidemment, il y a quand même ce message d'espoir. Je trouve que les personnages sont porteurs d'espoir. Moi qui lis beaucoup de littérature young adulte, j'ai toujours cette notion de les livres nous donnent quand même l'espoir que la future génération sera mieux que la précédente, etc. Comment on garde espoir dans ces cas-là et comment vous avez réussi à instiller cet espoir? Bah, on garde espoir simplement en regardant les faits, dans le sens où c'est un pays où c'est quand même c'est toujours très difficile, mais au final, les gens, ils sont quand même debout. Alors, des fois, ils sont debout en boitant, c'est pas forcément évident, ils ont des stratégies d'évitement, de tout ça, mais au final, ils avancent quand même avec des stigmates et tout, mais c'est quand même là. Donc moi, c'est cet aspect-là que j'avais envie de mettre en avant, et j'ai essayé justement le fait d'avoir plusieurs personnages, ça permet aussi de brosser des destinées qui sont plus ou moins heureuses, qui donnent plus ou moins espoir. Le roman précédent en fait que j'ai écrit, c'était en 2005, et là donc j'étais beaucoup plus jeune. Effectivement, on était plus sur une fin complètement happy end. Là, c'est une fin plus mitigée, mais en même temps avec avec des personnages différents. Donc, parce que c'est à ça que la vie ressemble. Des fois, ça se finit mal, des fois, ça se finit bien, des fois, c'est un peu des deux. Et donc, vu que le matériel, c'est la vraie vie, on garde de l'espoir, mais en étant réaliste aussi. Donc, j'ai essayé de faire ça avec le parcours de ces 6 personnages. Et il y a une autre thématique qui est beaucoup abordée, je trouve. Déjà, on a quand même des portraits de femmes dans ce livre. Et justement, la condition féminine, elle est abordée de plein de manières différentes. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Parce qu'on va avoir le personnage d'Awa qui va suivre finalement un peu la tradition familiale qu'on lui impose en espérant que ça s'améliore. Et nous, tout au long du livre, on se dit, est-ce que ça va s'améliorer? Mais on va aussi avoir Jenna, que moi, j'ai trouvé admirable très vite parce que je me disais, waouh, elle ne veut pas s'enfermer dans ce qu'on lui impose. Elle en sort, mais en même temps, c'est pas facile tous les jours. Et j'imagine que c'était vraiment voulu de votre part de mettre un peu la lumière sur ces différentes manières de vivre sa condition de femme, en fait. Bah c'est ça, parce que en fait moi je suis souvent frustrée quand j'entends parler notamment des femmes africaines du continent. C'est souvent monolithique, c'est souvent excision, on va pas à l'école, etc. Alors qu'en fait moi dans mon entourage il y a vraiment tous les profils, que je parle de gens qui sont là-bas, je sais pas, pour le cas de la Guinée, dans mon cercle il y a des directrices de banque et il y a des villageoises en fait. Et c'est toutes des femmes qui sont nées soit à Conakry, soit à La Baie, etc., mais qui sont 100% guinéennes, et elles sont valides pour parler de ce pays l'une comme l'autre, et on peut pas les mettre dans un seul sac en fait, parce qu'il y a plein de cas de figure, et c'est pareil pour les gens issus de la diaspora, ce qui est le cas de Jenna qui fait un espèce d'aller-retour, née en Afrique, diaspora, puis revenir. Et moi j'avais envie de parler de tous ces cas-là parce qu'il n'y a rien de monolithique, et c'est pour ça que pour moi c'est assez difficile d'imaginer des fictions avec un ou deux personnages. Parce qu'en fait, le monde, il est complexe, il y a plein de nuances de gris. C'est ce qui fait que j'ai voulu parler que je brosse en fait assez souvent, et ça risque d'être le cas sur les prochains romans, toujours des tableaux avec des fresques soit familiales ou de microcosmes comme ça, qui font que on peut pas avoir une vision d'une situation. C'est jamais vrai, quoi. Pour approcher le vrai, faut être dans le complexe, dans la nuance, etc. Et ces différentes approches me permettaient de faire ça. Et on peut parler d'intersectionnalité au sein du livre. Alors, j'ai pas spécialement abordé la chose comme ça, mais parce que la question de la discrimination se pose pas nécessairement dans le sens où là, elles sont en territoire majoritaire, parce qu'elles sont dans leur pays où il n'y a pas cette approche-là, si ce n'est peut-être l'approche du genre, un petit peu. Pour Awa peut-être, mais c'est pas tant ça en fait. Elle, c'est plus la difficulté de communiquer avec dans son pays d'accueil et même au sein de son couple. Donc là, c'est pas trop la question de l'intersectionnalité, c'est plus la question de comment on fait entre ses repères et le nouveau pays qu'on lui a pas spécialement expliqué, ces nouveaux codes qu'on lui a pas expliqués. Et on attend des choses d'elle au pays, on attend des choses d'elle dans le pays d'accueil, il y a ce qu'elle imagine, comment elle se retrouve au milieu de tout ça. Il y a ce que son mari s'est imaginé, il y a ce qu'elle s'est imaginé. Ils se sont pas parlé sur ce sujet, comment on fait en fait. C'est plus ça. Justement, en le lisant, je me suis dit c'est intéressant parce que au final, je vais plus ressentir le récit comme un récit qui va parler du féminisme et du sexisme. Mais au final, comme vous venez de le dire, elles sont toutes dans leur pays, elles se sentent toutes dans leur pays, justement. Et ce que vous avez dit au début, je trouvais ça hyper important aussi, cette notion de on peut avoir plusieurs pays qui sont tous notre maison. Et c'est vrai qu'en le finissant, je me suis dit, ça fait... Enfin, c'est
pas un livre qui fait du bien dans les thématiques principales, mais ça fait Ouais, du donc, bien quand même de lire un livre justement où on n'a pas cette thématique-là qui est... alors bien sûr, c'est hyper important de parler du racisme, de l'intolérance, etc. bien sûr. Mais que ce soit pas la thématique principale est intéressante aussi. Ça donne un autre regard aussi sur le récit et ça nous aide à... Moi, personnellement, ça m'aide à me plonger dans des histoires, des récits de vie que moi, personnellement, je ne connais pas. Bah oui, et Donc, c'est aussi l'idée en fait, l'idée de récits de ce type, c'est soit d'être un miroir pour ceux qui ont l'impression qu'on parle jamais correctement de leur réalité, et c'est aussi d'être un trait d'union envers des gens à côté de qui on vit et qui s'imaginent pas. Moi j'ai des amis, des gens qui me connaissent plutôt très bien, mais qui connaissent pas forcément le microcosme dans lequel j'évolue quand je suis dans la communauté guinéenne en France, et qui en lisant ça se disent ah bah tiens c'est fou, je me serais jamais imaginé, et en même temps ça peut aussi résonner avec des choses de leur propre vécu, parfois même sans histoire d'exil, ça peut être tout simplement un exil à l'intérieur du pays. Je viens d'une campagne lambda en France et puis mes parents sont allés en région parisienne ou en région lyonnaise et il y a ce truc. Il peut y avoir des dynamiques comme ça à l'intérieur même d'un autre pays. Et c'est aussi créer du lien parce qu'en fait l'universalisme souvent on le voit d'un côté très occidentalo-centré et en fait le mot universel il vaut pour tout le monde. Et donc c'est décentrer l'universalisme, c'est aussi de dire mes histoires elles sont aussi universelles que celles de la voisine en fait. Et en fait quand on traite de l'humain, on voit comme ça que ces questions, c'est des questions d'être humain. Il se trouve que ça se passe à 3000 km, mais qu'au final les dynamiques, quand on enlève le folklore, elles sont les mêmes en fait. Voilà, c'est un petit peu ça dont je voulais parler, même si effectivement le côté culturel est aussi important parce qu'on ne vit pas de la même manière à Conakry qu'à Paris, mais en même temps les réflexes humains face à l'injustice, face à la corruption, etc. sont les mêmes. La volonté de voir son pays avancer, de travailler pour son pays, etc. sont les mêmes. Les questions de pourquoi on émigre, si on quitte la France, si la France est dans un sale état à un moment donné, ce sera pour les mêmes raisons que celui qui va quitter le Mali ou celui qui va quitter, je sais pas, un pays d'Amérique du Sud. Donc c'est toutes ces questions un peu universelles, mais on est souvent parasité par des questions de rapport nord-sud et de clichés qui viennent entraver en fait les récits, et puis de récits décentrés qui sont faits par des gens qui regardent de l'extérieur mais qui parlent pas avec une certaine dose de subjectivité. Moi j'essaie d'être sur les deux. Il y a du subjectif parce qu'effectivement je fais partie de cette communauté, mais il y a aussi de l'objectif parce que j'essaie d'avoir du recul et sur cette communauté et sur mon autre communauté qui est la communauté française, parce que techniquement sur ma durée de vie, l'essentiel de ma vie s'est fait en France quand même. Donc je peux me réclamer à 100% des deux. C'est mathématiquement inadéquat, mais en vrai c'est ça. Oui, mais on peut faire des maths sur ça aussi. Voilà. Mais justement, ce qui est trop bien, c'est de savoir que le livre, il a été sélectionné dans un prix et donc il va pouvoir aussi être lu, être étudié par des jeunes lycéens qui, je pense, ne sont pas toutes et tous au courant de plein des événements. Il y a des grandes chances que ce soit pas le cas. Moi, la première, je ne suis plus lycéenne et déjà, j'ai appris plein de choses. Donc, je pense que c'est vraiment très important de varier ses lectures, d'aller au-delà de ce qu'on a l'habitude de lire. Et justement, qu'est-ce que ça vous a fait ressentir de savoir que le livre était sélectionné dans ce prix? J'imagine que c'était une belle surprise. Ah oui, non, c'est toujours effectivement quand on est en plus dans une maison d'édition qui est un peu plus modeste en termes de, comment dirais-je, alors évidemment pas en termes de qualité parce que franchement moi je suis très contente de travailler avec Elisade, mais en termes d'impact effectivement par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, on joue un petit peu plus des coudes pour être présent sur les prix. Il y a des histoires de calendrier, il y a des histoires de combien de prix on peut candidater, tout ça, donc c'est toujours un plaisir d'être sélectionné. Et effectivement Elisade est une maison d'édition qui a un double siège social, un à Paris, un à Tunis. Donc parfois on est sur des prix qui sont plutôt africains, et parfois et souvent même on est sur des prix qui sont franco-français. Et donc pour moi ça fait complètement sens parce que ma double appartenance fait que j'avais envie d'être présente sur un territoire africain et j'avais envie d'être présente évidemment en espace français francophone. Donc oui, ça m'a fait un grand plaisir, et puis le fait que ce soit en plus un prix lycéen, moi j'aime beaucoup le regard justement assez neuf des jeunes, parce qu'en fait les jeunes quand ils aiment pas, c'est pas parce qu'on a eu la critique de un tel, qu'on a lu tel papier dans Télérama ou quoi, que ça va leur donner envie de lire. En fait c'est ça marche ou ça marche pas, donc c'est toujours très intéressant de passer des étapes dans ce type de prix, puis ensuite d'avoir ces échanges avec des jeunes lecteurs. Et puis bon, mes personnages sont quand même relativement jeunes, donc il y avait aussi une volonté
un peu de résonance. Même si moi aujourd'hui, voilà, j'ai un peu de distance en termes d'âge avec ces personnages, mais voilà, c'était pas si lointain non plus dans ma tête, donc j'espère que j'ai pas complètement perdu les dynamiques de gens qui ont entre 20 et 30 ans, mais je pense que ça résonne pour des lycéens. Pour l'avoir lu à cet âge-là, je trouve que c'est quand même très juste dans le ton, dans les problématiques, même si je ne peux pas me revendiquer avoir les mêmes problématiques quotidiennes que les personnages. Comme on le disait, tout ce qui est plus universel, enfin tout ce que chaque être humain ressent, peu importe où il est, qu'est-ce qu'il fait au quotidien, bah ça je trouve que c'était juste, c'était réaliste, c'était au plus proche. Donc j'espère que eux aussi ils ressentiront ça. Et oui, bah comme vous dites, c'est des jeunes et en fait je trouve ça chouette que des jeunes lycéens lisent un livre sur des jeunes qui se battent, qui vont contre un peu tout ce que l'état dans lequel ils vivent leur impose. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur quelque chose, on en parle si vous en avez envie, sinon non, mais il me semble que vous n'habitez ni à Conakry ni à Paris actuellement. C'est ça. Je suis à Miami en Floride. Très bien, oui, d'accord. Et du coup, j'imagine que tout résonne beaucoup en fait. Ah bah, tout résonne triplement en ce moment. C'est-à-dire qu'en ce moment, j'ai la tête sur 3 continents. Parce qu'effectivement, l'actualité guinéenne est toujours un petit peu sportive. Il y a eu dernièrement justement des élections de Mamadi Doumbouya, qui est le chef d'État guinéen, qui est arrivé par putsch, comme Dadis Camara, dont je parle du livre. Il lui ressemble beaucoup et dans l'uniforme et dans le style de gouvernement. Et puis là, maintenant, il a réussi à s'imposer par un tortillage constitutionnel et un tortillage électoral qui fait que là maintenant, il est président entre guillemets dûment élu, alors qu'il avait promis de ne pas se présenter, comme Dadis Camara dans le livre. Donc il y a ça qui se passe actuellement en Guinée, il y a l'actualité française qui remue pas mal, et on va pas parler de l'actualité américaine qui est plus que sportive. Donc oui, ça résonne énormément parce que ça prouve que ces problématiques en fait de démocratie, ces problématiques de bonne gouvernance, elles se posent partout, c'est pas uniquement dans les pays du Sud. Donc oui, alors évidemment j'y pensais pas quand j'ai écrit, mais aujourd'hui c'est d'autant plus pertinent. Dans une question un peu plus sur le fait que vous soyez écrivaine, j'ai une question avant ça, je viens d'avoir un flash, parce que justement en fouillant un petit peu, et je me suis dit que c'était peut-être une piste à prolonger après avoir lu Transhumance, pour les lycéens et lycéennes qui l'ont déjà lu, j'ai l'impression que dans votre roman précédent, Diasporama, les personnages ont les mêmes prénoms que certains personnages. Parce que c'est les mêmes. La Jenna de Diasporama, c'est la Jenna de là. Nous sommes d'accord. On est complètement d'accord. Et le Alassane de Diasporama, c'est le petit frère de l'héroïne l'une des héroïnes principales. Oui, et c'est voulu, oui, bien sûr. C'est la même famille en fait. Parce que comme ils ont été écrits avec pas mal d'années d'internat, ouais. Je trouve ça chouette de se dire qu'on peut prolonger finalement notre. C'est l'idée. En fait, c'est des livres qui peuvent être lus totalement indépendamment. Il n'y a pas besoin d'avoir lu Diasporama pour lire Transhumance. Par contre, quelqu'un qui a lu Diasporama dans un sens ou dans l'autre, retrouve en fait le personnage. Alors celui qui lit Transhumance aujourd'hui, s'il lit Diasporama, il a l'enfance et l'adolescence d'Alassane et de Jenna, quoi. Voilà, c'est ça exactement, et vice versa. Donc oui, complètement, parce qu'en fait, pour le coup, Diasporama, l'impulsion de ce roman, c'était vraiment, je me retrouve pas dans les livres, je retrouve pas mes copines, mes cousines, et j'ai envie qu'on parle de nos vies de manière un peu moins cliché. Et je me suis un peu raconté l'histoire à moi-même, et ça a abouti, je savais même pas si je voulais en faire un roman, un scénario ou quoi, et puis donc ça a donné ce roman. Et c'est des personnages qui ont vraiment vécu en moi pendant longtemps, parce que c'est pareil, j'ai commencé l'écriture en 2000, et il a été publié en 2005. Donc du coup, ces gens-là, ils flottent comme s'ils existaient en vrai. Et donc le jour où on se remet à écrire, évidemment j'ai inventé toute une autre galerie de personnages pour Transhumance, mais il y a des gens où je m'étais dit c'est intéressant de pousser, de voir ce que lui serait devenu ou elle serait devenue. Donc même le personnage principal de Diasporama qui est Marly, c'est la grande sœur de Alassane, on la retrouve épisodiquement, elle n'est pas clé dans Transhumance, mais on la voit. Donc oui. Peut-être que dans 15 ans, on aura d'autres histoires. Voilà, c'est ça. Non, mais moi j'aime bien cette idée-là, de suivre un peu des familles. Moi j'aime beaucoup Zola et la dynastie des Rougon-Macquart, comme ça, avec des personnages, des dynasties qu'on suit, je trouve ça chouette. Ouais. Et donc c'est un petit peu le principe. Et je trouve ça très satisfaisant en tant que lecteur ou lectrice de se dire « Ah, je me souviens que ce personnage, je l'ai vu là. » Et en fait, c'est pas des easter eggs, mais on le vit un peu comme ça, je trouve. On se dit « Ah, ça, moi j'ai compris, il y en a d'autres qui n'ont pas compris, mais moi je savais. » Voilà, c'est ça. Non, moi j'avais envie de ce petit clin d'œil, sans que ce soit la suite, le truc, parce que ça par contre, c'est pas nécessairement... à l'époque de Diasporama, on m'avait demandé une suite, j'ai commencé à l'écrire, c'était pas pertinent, donc j'ai arrêté.
Je me suis dit, bon là, c'est Ouais, tirer le truc sans vraiment sujet de fond. Non, ça les marche livres pas. qui se répondent finalement sans être 100% liés, quoi. Exactement. Et donc, c'est ce qui fait ça. Et puis, entre-temps, les autres livres étaient plus historiques, mais historiques et jeunesse, mais voilà. Et vous écrivez depuis toujours ou c'est venu... Enfin, je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui écrivent depuis l'enfance. Est-ce que c'est votre cas? Alors moi, non, dans l'enfance, j'avais des journaux intimes. Alors j'écrivais techniquement, mais c'était des journaux intimes plutôt. C'était Ouais. le fait d'utiliser l'écrit comme un peu un vecteur de, je sais pas, une soupape un petit peu. Donc ça, oui, pendant toute l'enfance et l'adolescence. Puis après, j'ai arrêté. Après, il y a eu la période étudiante où j'ai beaucoup écrit, mais plutôt sous forme, Ouais. mémoire, des choses comme ça. Et le côté Et du historique travail. est arrivé par ce biais-là. Et puis aussi, si la perte de mon père a fait que j'ai documenté en fait toute sa vie militante et sa vie d'opposant. Et d'ailleurs, ça a donné un livre aussi. Un livre, du coup, qui est vraiment important au niveau de la Guinée, parce que mon père a fait partie de cette histoire un peu coloniale et post-coloniale. Donc oui, l'acte d'écrire est hyper... Et puis je suis devenue journaliste aussi, donc effectivement, l'écriture, quelque part, ça a toujours jalonné ma vie, mais toujours dans des formes un peu différentes. Après, je pense que le roman restera toujours. Ouais. Le roman, c'est quelque chose que je continuerai... c'est peut-être la forme qui me plaît le plus. Oui, ben justement, je me disais qu'on pouvait un peu mettre en relation le fait que Adama, il dénonce tout ce qui se passe en Guinée via des vidéos. Et vous, finalement, vos mots, vos récits servent aussi à visibiliser, à Oui, c'est dénoncer. ça. Oui, bah ça, par contre, ça, on se refait pas. Hein. C'est vraiment un espèce de, comment dirais-je, de biais familial qui fait que quand on est dans une famille militante et que ça vous est transmis, il y a toujours une part de vous, vous n'arrivez pas à ne pas critiquer et quelque part le journalisme et l'écriture, c'est un vecteur formidable pour faire ça, en essayant d'avoir un peu de nuance et de distance, parce que c'est pas non plus s'enfermer dans la figure militante où vous critiquez, vous ne solutionnez jamais, parce que c'est compliqué, et puis le militantisme dans des vies, ça a aussi des impacts en fait. Donc, et écrire, c'est aussi prendre un peu de recul par rapport à ça en fait. Et ne pas être que dans la posture, être aussi parfois dans l'intime, parfois dans le récit. Et ça me permet toutes ces différentes approches en fait. Ben justement, on a bien parlé de vos écrits et maintenant on va parler de l'écrit de quelqu'un d'autre. Est-ce que pour terminer cette interview, vous pourriez nous conseiller un livre, un roman que vous avez envie de recommander aux jeunes qui regardent cette vidéo? Oui, il y a une autrice dont on parle pas assez et qui est pour moi une très grande autrice française, qui est Marie Scondé, qui est décédée en 2024, donc qui est cette autrice d'origine guadeloupéenne qui a vécu en Guinée. Elle a une vraie histoire avec la Guinée, le Sénégal aussi, en France et aux États-Unis. Et c'est vraiment c'est une femme immense, quoi, intellectuellement parlant, et qui a écrit notamment une fresque historique qui s'appelle Ségou, qui se passe dans le Mali précolonial, et qui est très 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 intéressante du point de vue de l'histoire de la colonisation, sans être dans le pathos justement et en étant dans l'humain. Elle suit une famille, la famille Traoré, auprès de la royauté malienne de l'époque, et en fait on voit l'invasion coloniale du point de vue africain, et puis ensuite les parcours des différents fils de cette famille, dont certains restent dans le pays, certains se convertissent à l'islam, parce que c'est le Mali pré-islamique. Donc c'est toujours intéressant en fait de voir l'histoire africaine sous un autre angle, un angle qui n'est pas esclavage, qui est colonial, mais de l'autre côté, et tout en voyant toute cette trame-là, et avec une langue assez magnifique, et puis un côté un peu épisode, en fait, qui est génial. C'est en 2 volumes, mais ça, je le conseille. Et puis au-delà de ça, je conseille tous ces livres. C'est vraiment quelqu'un qui gagne à être connu. Donc Marie Scondé. On prend les recommandations et on les lira pour faire suite à Transhumance. Alors merci beaucoup pour cette interview, c'était un plaisir d'en apprendre plus sur vous et sur ce livre, et au plaisir de nous voir pour la remise de prix en visio, mais on se verra quand même, je l'espère. Avec grand plaisir, et merci pour la lecture, l'analyse, et puis on se dit à très bientôt. À très bientôt, tout à fait. Merci.